Si tu vois cette vidéo, ce n'est pas un hasard. Regarde pour découvrir d'autres aspects des responsabilités en droit. S'engager et assumer ses responsabilités, tel est l'intitulé de cette séquence. Il s'agit d'évoquer le fait que les individus, comme aussi les sociétés ou associations, concluent une multitude de contrats qui font naître dans leur chef des droits et des obligations. De même, toute personne est susceptible d'engager sa responsabilité civile et de se trouver redevable de ce chef d'une obligation de réparer le dommage qu'elle a causé. Primus, comme tout un chacun, conclut régulièrement des contrats. Ouverture d'un compte bancaire, assurance, abonnement à la salle de fitness, fourniture Internet, TV et mobile, fourniture de gaz et d'électricité, achat de meubles ou d'un véhicule automobile, entretien de son véhicule ou de sa chaudière, location de l'immeuble qui lui sert d'habitation, emprunt auprès d'un ami ou auprès d'une banque, et j'en passe. Ces différents contrats font naître des droits, mais aussi des obligations à charge de chacune des parties contractantes. Ainsi, si Primus a conclu un contrat portant sur l'achat d'un véhicule automobile, il s'engage à prendre livraison du véhicule et surtout à payer le prix convenu. Tandis que de son côté, le vendeur s'engage à livrer un véhicule en tout point conforme à la commande. De même, si Primus fait une offre d'achat pour un immeuble déterminé et que le vendeur accepte son offre, un contrat d'achat d'un immeuble est conclu. Primus est tenu de payer le prix convenu, tandis que de son côté, le vendeur est tenu de lui délivrer l'immeuble. Pour le dire autrement, le contrat fait la loi des parties. Même si c'est recommandé, il n'est pas en principe requis que le contrat soit constaté par un écrit papier ni par un écrit électronique. Le principe est que le contrat est conclu et développe ses effets par le simple échange des consentements, par le simple accord des volontés. C'est ce que les juristes nomment le principe du consensualisme. Pour reprendre l'exemple du contrat de l'achat de l'immeuble par Primus, le contrat est conclu par le simple accord des volontés qui découle dans notre exemple de l'acceptation par le vendeur de l'offre d'achat émise par Primus. Certes, pour que la vente de l'immeuble déploie tous ses effets et que le transfert de la propriété de l'immeuble puisse être complètement sécurisé et officialisé, il faudra, s'agissant d'un immeuble, que les parties, vendeurs et acheteurs, se rendent chez le notaire pour faire constater la vente par acte notarié et ensuite que le notaire procède à quelques formalités. Cependant, les parties sont tenues par le contrat d'achat-vente de l'immeuble dès l'échange de leur consentement. Ayant déjà marqué leur accord sur la vente, elles ont l'obligation de passer l'acte notarié chez le notaire. Elles s'exposent à des sanctions si elles ne le font pas. Ainsi, si Primus décide de renoncer à l'achat de l'immeuble après avoir marqué son consentement, il s'expose à devoir indemniser le vendeur en raison du temps nécessaire à la recherche d'un nouvel acquéreur. Si de son côté, le vendeur vient à se rétracter, il s'expose à être condamné par le juge à se présenter chez le notaire pour signer l'acte notarié, condamnation que le juge émettra sous la menace d'une astreinte, c'est-à-dire en prévoyant que le vendeur devra payer une amende civile par jour de retard à se présenter chez le notaire pour officialiser la vente. Le contrat a en principe force obligatoire dès l'échange des consentements. Il ne faut donc pas s'engager à la légère. Primus ne doit pas signer le bon de commande de son véhicule automobile neuf sur un simple caprice. De même, Primus ne doit pas faire une offre d'achat d'un immeuble sur un simple coup de cœur. Certes, il existe en certains cas la possibilité pour le consommateur, c'est-à-dire la personne qui agit en dehors de son activité professionnelle, d'exercer un droit de renonciation pour se libérer du contrat déjà conclu.
Cependant, ce droit de renonciation du consommateur est loin d'être généralisé. Outre que son délai est généralement bref, le droit de renonciation n'existe qu'en certains cas, par exemple et sous réserve des exceptions, lors de l'achat d'un produit standardisé sur Internet ou dans le cadre d'un démarchage à domicile. Le principe reste bien la force obligatoire du contrat dès sa conclusion, sans possibilité de se rétracter. Ce n'est pas uniquement dans le cadre de l'exécution d'un contrat qu'une partie est susceptible d'engager sa responsabilité. Une personne peut exposer sa responsabilité en dehors de tout contrat. On parle de responsabilité extra-contractuelle. Secundus, le fils de Primus, âgé de 17 ans, a donné un coup de poing à son professeur, ce qui a engendré non seulement des frais médicaux, mais aussi une incapacité de travail pendant 15 jours. Outre les poursuites pénales pour coups et blessures, outre les poursuites disciplinaires dans son école, Secundus est responsable du dommage qu'il a causé par sa faute à son professeur. La responsabilité est en principe à base de faute. En l'occurrence, Secundus a commis une faute puisqu'une personne prudente et raisonnable ne donne pas de coup de poing. Secundus, le fautif, est tenu de l'obligation de réparer le dommage qu'il a causé par sa faute à son professeur. Le fautif doit indemniser la victime, c'est-à-dire lui payer une somme d'argent équivalente au dommage qu'elle a subi par sa faute. Il existe aussi des responsabilités fondées sur une présomption de faute, voire des responsabilités sans faute. Dans l'exemple donné, Primus, le père de Secundus, est, en tant que parent, civilement responsable des fautes commises par ses enfants mineurs, c'est-à-dire par ses enfants de moins de 18 ans. On présume, dans le chef des parents, une faute dans l'éducation et la surveillance de leur enfant mineur. Pour faire simple et sans entrer dans les détails, Primus va être en principe tenu d'indemniser le professeur pour le dommage causé par la faute de son fils Secundus, qui n'a pas 18 ans et qui est donc mineur. Le professeur aura plusieurs répondants pour le dommage subi. En vue d'obtenir la réparation complète de son dommage, il pourra agir contre Secundus, contre Primus, voire contre l'assureur responsabilité vie privée de Primus. Qu'elle résulte d'un contrat, d'une responsabilité extra-contractuelle ou directement de la loi, les obligations doivent être honorées. À défaut d'exécution volontaire, elles peuvent donner lieu à exécution forcée sous autorité de justice. Prenons l'exemple des obligations de payer une somme d'argent. Payer le prix convenu pour l'immeuble, verser une indemnisation pour réparer le dommage subi par le professeur victime. Le débiteur est la personne redevable de l'obligation. Ainsi, dans nos exemples, l'acheteur est le débiteur du prix. Le ou les responsables du dommage sont les débiteurs de la réparation due à la victime. Le créancier, quant à lui, est la personne qui a droit à l'exécution de l'obligation. Ainsi, dans nos exemples, le vendeur est le créancier du prix. La victime est la créancière de la réparation due par le ou les responsables. S'agissant des obligations de payer une somme d'argent, l'exécution forcée a lieu en principe par la voie des saisies des biens du débiteur. Le créancier qui dispose d'un titre exécutoire, le plus souvent qui dispose d'un jugement de condamnation, est autorisé à faire saisir par un huissier de justice les biens qui appartiennent à son débiteur. Ainsi, si Primus n'exécute pas volontairement son obligation de payer le prix ou son obligation d'honorer sa dette de responsabilité à l'égard de la victime, le vendeur ou la victime peut faire saisir les biens de Primus. Par exemple, saisir le ou les immeubles dont Primus est propriétaire, saisir son véhicule automobile, son home cinéma, son salaire.
L'immeuble, le véhicule automobile ou le home cinéma seront vendus sur saisie et le produit de la vente servira à payer les créanciers de Primus. De même, la partie du salaire de Primus qui peut être saisie servira à payer ses créanciers. En conclusion, qu'elle résulte d'un contrat, d'une responsabilité extra-contractuelle ou directement de la loi, les obligations juridiques doivent être exécutées. Si le débiteur ne s'exécute pas volontairement, il s'expose à l'exécution forcée et spécialement à la saisie de ses biens. C'est cette possibilité de contrainte par justice qui différencie l'obligation juridique de l'obligation purement morale. L'obligation purement morale, aider un voisin en difficulté, subvenir aux besoins d'un frère ou d'une nièce dans le besoin, l'obligation purement morale n'est pas susceptible d'être sanctionnée par justice. À l'inverse, l'obligation juridique, payer le prix convenu, rembourser un emprunt, indemniser le dommage dont on est responsable, l'obligation juridique est susceptible de contrainte, d'exécution forcée sous autorité de justice. D'où l'intitulé de cette séquence, s'engager et assumer ses responsabilités. Les sujets de droit, les personnes nouent donc des relations entre elles, comme vous venez de le voir, créant des droits et des obligations qui peuvent présenter une valeur économique. Ces personnes vont ainsi se voir dotées nécessairement d'un patrimoine au sens juridique, qui comprend tant des valeurs positives, des droits, que des valeurs négatives, des obligations. Du côté de l'actif, s'agissant de vos richesses, petites ou grandes d'ailleurs, le droit s'exprime en utilisant le terme de bien. Une personne a des biens de nature diverse et variée. Il y a, à l'évidence, dans le patrimoine d'une personne, tous les biens qu'elle a achetés, qu'on lui a donnés, des cadeaux, ou qu'elle a reçus par succession, ou encore, plus exceptionnel, qu'elle a trouvés dans une poubelle mise à la rue. Bref, toutes ces choses dont elle est propriétaire. Mais le terme de bien, au sens juridique, reçoit une définition plus large. Par exemple, comme vous l'a expliqué le professeur Biquet, à la suite d'un contrat de prêt conclu avec Primus, Prima a un droit de créance dans son patrimoine, constituant sans aucun doute une richesse qui lui permettra d'exiger de son débiteur Primus la restitution de la somme prêtée. Autre exemple, Primus a écrit un roman policier qui se vend comme des petits pains et il perçoit de ce fait des droits d'auteur. C'est tout l'aspect patrimonial de ce que l'on appelle les droits intellectuels, c'est-à-dire les droits que l'on a sur les créations de son esprit, qu'il s'agisse de créations littéraires ou artistiques ou d'inventions, brevets, marques, etc. La branche du droit civil appelée droit des biens va avant tout classer tous ces biens de nature diverse. Ces classifications sont utiles dans la mesure où des règles différentes s'appliquent selon tel ou tel type de bien. On retrouve par exemple une classification des biens selon leur nature corporelle, une voiture, ou incorporelle, une clientèle, leur caractère mobilier, une bague, ou immobilier, un terrain, selon que les biens appartiennent à des personnes publiques et même plus précisément au domaine public de celles-ci, une autoroute, ou à des personnes privées, votre smartphone, et ce, tout en précisant au XXIe siècle que les animaux ne sont pas des biens, ni des personnes d'ailleurs. C'est une catégorie à part. Cette branche du droit des biens comprend également toutes les règles relatives aux relations des personnes avec les choses. Le droit des biens permet de qualifier le degré d'appropriation d'une chose par une personne. C'est ce que l'on nomme les droits réels, réels de res en latin, la chose. Sans entrer dans les détails, je préciserai que ces droits réels, parce qu'ils portent directement sur une chose, ont une force certaine. Et le législateur belge les a donc conçus de manière limitative. Au premier plan des droits réels, il y a ce droit le plus absolu, comme s'exprimait l'ancien Code civil, le droit de propriété auquel vous songez naturellement. Ce droit qui vous confère la plénitude des prérogatives sur la chose. La possibilité de faire tout ce que vous voulez de cette chose, le droit aussi de tout faire, mais de ne rien faire, le tout sous réserve des restrictions imposées par la loi. Mais il peut exister d'autres formes d'appropriation d'une chose. Ainsi, dans notre exemple du prêt, Prima aurait pu demander que Primus lui octroie un droit d'hypothèque sur la maison dont il est propriétaire, afin que Prima, muni de ce droit d'hypothèque, ait plus de chances d'être remboursé de sa créance en cas de difficulté.
C'est une forme de garantie des emprunts. Il y en a d'autres. Mais celle-là, l'hypothèque, s'appelle une sûreté réelle car porte sur la maison de primus. Ainsi encore, primus et prima peuvent ne pas être propriétaires uniques et exclusifs d'une maison, mais en être copropriétaires, chacun pour moitié, pour avoir acheté cette maison ensemble, à part égale. Ce n'est plus la propriété, mais le droit de copropriété, où il faudra évidemment tenir compte des droits des autres copropriétaires sur cette chose. Prima peut aussi avoir non la pleine propriété d'une maison, mais simplement un droit d'usufruit sur celle-ci, notamment parce qu'elle est la veuve de primus, comme vous l'expliquera Victoria Palm dans les minutes qui suivent, et qu'elle en a donc hérité en usufruit. Ce droit d'usufruit donne à prima le droit, sa vie durant, d'user de cette maison, de l'occuper par exemple, et d'en jouir, c'est-à-dire d'en retirer les fruits, et notamment les loyers, si prima a préféré louer cette maison à un locataire plutôt que de l'occuper elle-même. Imaginons maintenant, situation différente, que primus et prima sont voisins. Ils pourraient conclure un contrat octroyant à primus, qui veut accéder plus facilement à une autre de ses parcelles, le droit de passer dans le fond du jardin de prima. Primus n'est pas propriétaire de cette bande de terrain qui reste la propriété de prima, mais il en a une certaine appropriation sous la forme d'une servitude de passage ici. La servitude, voilà un autre type de droit réel. Enfin, dans des montages immobiliers d'ampleur, on peut également envisager d'autres droits réels, tels le droit d'amphithéose, nécessairement de longue durée, permettant par exemple à une personne d'exploiter à sa guise le sous-sol d'une place d'une ville aménagée en parking souterrain. Ou encore un droit de superficie que pourrait octroyer le propriétaire d'un immeuble, un bâtiment, à une autre personne pour que celui-ci construise tout un volume au-dessus du toit de l'immeuble. Voici, brièvement, un aperçu de vos biens, du versant positif de votre patrimoine. Mais que peut-il en advenir de ce patrimoine? C'est ce que Victoria Palm va à présent vous expliquer. Vous venez d'avoir un aperçu de ce que l'on appelle le patrimoine d'une personne, ses biens, ses droits et ses obligations. Si ce patrimoine varie en plus ou en moins durant la vie d'une personne qui s'enrichit ou s'appauvrit, il est un fait certain, nous mourrons tous un jour. Qu'advient-il du patrimoine d'une personne à son décès? Peut-elle décider elle-même comment ses biens, ses droits, ses obligations seront partagés durant sa vie ou à son décès? Il faut répondre à cette question par l'affirmative. Il existe plusieurs manières de procéder. On peut décider de donner des biens de son vivant. On peut décider de léguer tout ou partie de ses biens en rédigeant un testament qui sera mis à exécution à son décès. Enfin, on peut aussi ne rien faire et laisser jouer la succession dite légale. Examinons dans les grandes lignes chacune de ces possibilités. Tout d'abord, on peut décider de partager ses richesses de son vivant. Juridiquement, on procède alors à une donation. Celle-ci consiste pour le donateur à se dépouiller actuellement et irrévocablement d'un ou de plusieurs biens en faveur du donateur, sans rien attendre en retour de ce dernier. Donner c'est donner, reprendre c'est voler, disiez-vous peut-être lorsque vous étiez enfant. En droit, on dit donner et retenir ne vaut. Il faut souligner que les donations qu'une personne a faites de son vivant doivent souvent être prises en considération à son décès. Ainsi, la loi présume que lorsqu'une mère a plusieurs enfants et qu'elle a fait une donation à l'un d'entre eux, elle n'a pas voulu l'avantager définitivement au détriment de ses autres enfants. Dès lors, au décès de la donatrice, l'enfant qui a reçu la donation recueillera une part de la succession inférieure à celle que recueilleront les autres enfants. De la sorte, l'égalité sera rétablie entre les enfants de la défunte et la donation faite à l'un d'entre eux ne constituera finalement qu'une avance sur la succession. Ensuite, on peut décider de la manière dont nos biens seront partagés à notre décès. Juridiquement, on procède alors à un legs. Le legs, avec un S au singulier comme au pluriel, est l'acte juridique unilatéral par lequel le futur défunt dispose de tout ou partie des biens qu'il laissera à son décès. Pour être valable, le legs doit nécessairement figurer dans un testament. Il existe 3 types de testaments, les plus connus étant le testament holographe, écrit de la main du futur défunt, et le testament authentique, passé par devant notaire. Au contraire de la donation, le testament est quant à lui un acte essentiellement révocable. Le testateur peut, jusqu'au jour de sa mort, le modifier. Enfin, si l'on n'a rien prévu pour après notre mort, les règles de la dévolution légale constituent alors notre volonté présumée ou, autrement dit, notre testament tacite.
La loi prévoit la transmission des biens que le défunt n'a pas partagés aux personnes envers lesquelles il est censé avoir de l'affection, ses parents au sens large et son conjoint ou son cohabitant légal. Prenons un exemple. Prima et Primus sont mariés et ont 3 enfants communs. Si Primus décède sans avoir fait de testament, on appliquera les règles de la succession légale. Par conséquent, chaque enfant aura droit à la même part de la succession de Primus, soit en l'occurrence 1/3 puisqu'ils sont 3. Il ne faut toutefois pas oublier Prima, qui en sa qualité de conjoint survivant venant en concours avec des descendants, obtient l'usufruit de toute la succession. En conclusion, dans ce cas de figure, Prima obtient l'usufruit de toute la succession et les 3 enfants de Primus obtiennent quant à eux chacun 1/3 en nue propriété. Que se passe-t-il si, dans le même cas de figure, on retrouve un testament par lequel Primus déclare léguer l'ensemble de ses biens à sa femme Prima, à l'exclusion de ses 3 enfants? Comme je l'ai déjà dit, chacun a le droit de disposer de ses biens pour après sa mort et il faut en principe respecter sa volonté, c'est-à-dire les donations et les legs qu'il a décidé d'effectuer. Il existe toutefois une exception de taille à ce principe. Certains héritiers peuvent exiger une partie de la succession, même si le défunt a émis une volonté contraire en réalisant des donations ou des legs. Il s'agit des héritiers qu'on appelle réservataires. Ce sont les descendants du défunt et le conjoint survivant. Dans le cas présent, les enfants de Primus sont des héritiers réservataires, auxquels le législateur a réservé une part minimum de la succession. Malgré le testament, ils peuvent donc exiger la nue propriété de la moitié de la succession de leur père. Prima ne recueillera, s'il revendique leur réserve, que la pleine propriété d'une moitié de la succession et l'usufruit de l'autre moitié. Ceci clôture un exposé qui, bien que très sommaire, aura, je l'espère, pu vous éclairer sur les grands traits du droit des libéralités et des succès. Mesdames, Messieurs, chères étudiantes et étudiants potentiels, j'ai l'honneur et le plaisir d'intervenir dans ce module pour aborder en quelques minutes le procès privé et ainsi tracer une esquisse du monde de la justice. Celle-ci, entendue comme une organisation humaine, est encadrée par cette branche juridique qu'on appelle le droit judiciaire. Lors des interventions précédentes de mes collègues, vous avez entendu l'exposé des règles propres à différents domaines du droit privé. Le droit des obligations, le droit des personnes et des familles, le droit des biens. Vous y avez appris que vous, comme moi, en retirions des droits, au sens de prérogatives, mais également des devoirs ou obligations. Un procès peut survenir lorsque ces droits sont contestés à leur titulaire ou lorsque ces obligations ne sont pas respectées. C'est à ce moment qu'est nécessaire l'intervention de la justice qu'on appelle aussi pouvoir judiciaire. Cette justice, ce pouvoir judiciaire se concrétise par l'intervention d'un magistrat qu'on appelle juge qui va décider de la solution à donner au procès. Il y a donc autant de procès possibles qu'il y a de règles de droit. Voici quelques exemples très simples et fréquents. Un couple qui se sépare ne s'entend pas quant à la garde des enfants. Des voisins se disputent sur la question de savoir où se trouve la limite de leur propriété. 2 fils se déchirent suite au décès de leurs parents sur la manière dont leur succession doit être répartie. La raison d'être de l'intervention du juge, c'est faire en sorte que les règles de droit soient respectées et éviter que ces personnes se fassent justice à elles-mêmes et que triomphe la loi du plus fort, pour évoquer la fable de La Fontaine. La justice est donc un service public composé de différentes institutions et qui est chargé de trancher les différents procès en appliquant les règles juridiques pertinentes. Le droit judiciaire, qui est pour l'essentiel rassemblé dans le code judiciaire, encadre cette activité. Je voudrais vous expliquer en 5 points comment le procès est traité en droit belge. Tout d'abord, le code judiciaire énonce les différentes institutions et personnes qui sont impliquées dans un procès qui se déroule en Belgique. Il s'agit essentiellement des différents tribunaux et de certains acteurs dont l'intervention est souvent nécessaire, sinon indispensable, dans pareil contexte. Le code judiciaire énonce et réglemente ainsi les différentes juridictions du pays. Juge de paix, tribunal de police, tribunal de première instance, tribunal du travail, tribunal de l'entreprise, cour d'appel, cour du travail, cour d'assises et cour de cassation. C'est ce que l'on désigne comme la pyramide judiciaire. À la base, les justices de paix et les tribunaux de police et au sommet, la cour de cassation. Le code judiciaire explique aussi
Qui sont les magistrats qui travaillent dans ces juridictions en compagnie d'autres personnes, comme les greffiers, comment on le devient, et organise également le statut, les compétences des avocats et des huissiers de justice. Ces avocats et huissiers jouent en effet un rôle important dans le cours d'un procès. Ensuite, le Code judiciaire met sur pied une sorte de garde-triage des différents litiges, des différents procès. Ce sont ce qu'on appelle les règles de compétence. Grâce à elles, on peut déterminer que tel procès sera tranché par telle juridiction. Par exemple, un litige entre un bailleur et son locataire sera tranché par le juge de paix. Un procès introduit par un travailleur qui estime avoir été abusivement licencié par son employeur ira devant le tribunal du travail. À côté de ces règles de compétence qu'on appelle matérielles, existent aussi des règles de compétence territoriales. Sans entrer dans le détail, la Belgique compte par exemple 162 justices de paix et 13 tribunaux de première instance. Ces règles de compétence territoriales déterminent en fonction de différents critères que tel litige de bail ira devant le juge de paix de Bastogne, tandis que tel autre litige du même type de bail sera tranché par le juge de paix du premier canton de Liège. Troisième point, plus dynamique, et on rentre encore plus dans le sujet, comment le procès va-t-il être conduit ? La contestation juridique va trouver son issue par l'application de règles de procédure. Ce terme vient du verbe latin procedere, aller de l'avant, avancer. Cette partie du Code judiciaire décrit de façon méthodique comment on introduit un procès, comment on l'instruit, comment on le plaide, comment est rendu le jugement, comment on introduit un recours lorsqu'il est possible, et comment on peut faire exécuter une décision de justice par la force lorsqu'elle n'est pas volontairement exécutée. Je vais vous donner 2 illustrations, mais je dois d'abord préciser un aspect très important. Une règle de procédure doit impérativement établir un équilibre entre le respect des droits de la défense de toutes les parties d'une part et l'efficacité du processus d'autre part. La vérité naît en effet de la contradiction, c'est-à-dire du fait que toutes les parties au procès ont pu faire valoir leur point de vue. Il faut cependant que le procès avance et donc ne s'enlise pas dans un excès de forme et de durée. 2 illustrations. Comment introduit-on un procès ? Comment instruit-on un procès ? Lorsqu'une contestation d'ordre juridique survient entre au moins 2 personnes, celle qui souhaite l'intervention du juge va devoir introduire le procès devant la juridiction compétente. Parfois, un huissier de justice devra intervenir. Dans d'autres types de procès, c'est le greffe du tribunal qui convoquera lui-même la partie défenderesse en justice. Un certain formalisme et de rigueur, car la moindre des choses est que le défendeur soit au courant de ce qu'un procès est introduit contre lui et de ce qui lui est reproché ou de ce qu'on lui demande. Une fois le procès introduit, se pose la question de savoir quel est le contexte du litige et quelles sont les positions respectives des parties au procès. Il y a plusieurs cas de figure possibles. Parfois, le défendeur ne comparaît pas devant le tribunal alors qu'il a été convoqué régulièrement. Dans la plupart des cas, en cas de pareille figure, le magistrat donnera raison, fût-ce en partie, à la personne qui a introduit le procès. C'est ce qu'on appelle une procédure et un jugement par défaut. Parfois, tant le demandeur que le défendeur seront présents devant le juge pour un litige qui est relativement simple, une facture impayée par exemple. L'affaire sera alors traitée tout de suite lors de la première audience. Parfois, enfin, le dossier est compliqué. Ce qui s'est passé en fait est déjà contesté par les parties ou est fort complexe. Par exemple, un accident impliquant plusieurs véhicules ou un dossier de responsabilité médicale. Ou alors la règle juridique applicable est incertaine. Dans ce cas, va intervenir ce qu'on appelle une mise en état. Le juge va établir un calendrier de procédure qui consiste en différents délais qui vont devoir être respectés par les parties pour communiquer leurs pièces et exposer leur argumentation. Dans ce contexte, elles devront prouver ce qu'elles avancent, car nul n'est cru sur parole par le juge. Ceci appelle des remarques qui seraient trop longues sur la question de la charge de la preuve et le fait qu'on ne prouve pas tout n'importe comment, comme ma collègue Pascal Lecoq vous l'a dit. Dans tous les cas, le tribunal va finalement clore les débats et rendre une décision qu'on appelle jugement ou arrêt, la plupart du temps en déant le mois. 4e point,
Ce que va décider le juge est revêtu de ce que l'on appelle l'autorité de la chose jugée, c'est-à-dire que c'est la vérité judiciaire. Les parties sont liées par ce qu'a décidé le tribunal, tant celle qui a gagné que celle qui a perdu. À ce moment-là, il faut envisager la question si la décision est ou non susceptible d'un recours devant une juridiction supérieure, dénommée appel ou, plus rarement, pourvoi en cassation. Je ne peux pas être plus long sur ces voies de recours sans compliquer trop mon propos. Cinquième et dernier point. Si la personne condamnée ne s'exécute pas volontairement, le Code judiciaire règle la manière dont une décision de justice peut être exécutée par la force. Ainsi, si quelqu'un ne paye pas ce qu'il doit à un créancier suite à la décision de justice, ce créancier pourra procéder à une saisie d'un bien appartenant à son débiteur. Cela consistera à le faire vendre par un huissier ou par un notaire et à se faire payer sur le prix de vente du meuble ou de l'immeuble qui a été vendu. Autre exemple, si le juge a mis fin au bail et si le locataire ne quitte pas les lieux volontairement, il pourra être expulsé sous certaines conditions. Mes propos sont naturellement très limités. Je ne puis m'étendre sur le fait qu'à côté du Code judiciaire, des règles internationales encadrent également le traitement du procès. Je n'ai pas évoqué le procès pénal car celui-ci est abordé dans un autre module. Le ministère public, également dénommé parquet, y joue un rôle déterminant puisque ce corps de magistrats, différent des juges, a pour mission de défendre les intérêts de la société. Enfin, il y a beaucoup à dire sur les statuts du juge qui va décider du sort du procès de façon indépendante et impartiale, de l'avocat et de l'huissier. Attention, et j'en termine par là, le procès n'est jamais une fin en soi. Ce n'est pas la seule manière de mettre fin à une contestation juridique. De plus en plus, les pouvoirs politiques et les justiciables en prennent conscience. C'est pourquoi le Code judiciaire organise différents modes amiables, alternatifs de règlement des litiges. La conciliation et la médiation sont les plus connus. J'espère avoir pu vous éclairer pendant ces quelques minutes sur les rudiments. Si tu veux acquérir plus de notions en droit, like, partage et abonne-toi maintenant.